Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va évoquer la situation en Ukraine avec beaucoup de préoccupations toujours autour de l'usine Azovstal à Mariupol. On est avec le général Clermont. Bonsoir, merci d'être avec nous. Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir. Alexandre Devecchio du Figaro. Laurence. Bonsoir. Et Gilles Montré, essayiste et ancien diplomate à Moscou. Votre expertise nous sera nécessaire également. On va parler donc de cette usine où des militants et des militaires ukrainiens continuent de se battre. Un cessez-le-feu devait être mis en place depuis ce matin pour évacuer les civils. Il reste encore visiblement des dizaines, voire des centaines de civils pris au piège dans cette usine. On fait le point avec Solène Boulan pour voir si ce cessez-le-feu a été respecté. Les déclarations sont contradictoires. Autour de la scierie d'Azovstal, les couloirs humanitaires doivent ouvrir de 8h à 18h, heure de Moscou, et ce jusqu'à samedi. Le Kremlin avait promis une trêve de 3 jours à partir d'aujourd'hui. Et ce matin encore, les forces russes assuraient que le cessez-le-feu était bel et bien respecté. Mais les bombardements continuent selon ce commandant ukrainien. Il y a 3 jours, l'ennemi a pénétré dans le territoire d'Azovstal, où de violents combats sanglants se poursuivent. Les défenseurs de la ville se battent seuls depuis 71 jours contre les forces écrasantes de l'ennemi. Les combattants ukrainiens font preuve d'une telle endurance et d'un tel héroïsme que l'Ukraine doit savoir ce que signifie être loyal envers la patrie. Une fois de plus, les Russes n'ont pas respecté leur promesse d'une trêve et n'ont pas permis l'évacuation des civils qui continuent de se protéger des bombardements dans les sous-sols de l'usine. Dernier bastion de résistance ukrainienne situé dans le port stratégique de Mariupol, la scierie d'Azovstal abrite encore des civils, 200 selon le maire de la ville, et des militaires blessés. Voilà pour le point de la situation dans cette usine. Général Clermont, que recherche l'armée russe en proposant à la fois un cessez-le-feu, ne le respectant pas? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une opération humanitaire? Elle veut laisser les civils sortir ou pas? C'est vraiment très difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est le chaos complet à Mariupol, à 3 jours de la date fatidique du 9 mai, qui fait monter la pression des deux côtés. Donc du côté russe, il y a la volonté d'en finir avec cette ville, et du côté ukrainien, en particulier les bataillons qui sont à l'intérieur de cette usine, c'est de faire en sorte que les Russes ne puissent pas déclarer une victoire totale le 9 mai. Donc ça complique la situation, cette dimension politique complique la situation. Gilles Montré, est-ce que, encore une fois, les combattants ukrainiens veulent résister jusqu'à la dernière limite pour tenir en échec Vladimir Poutine? Comme disait le général, c'est extrêmement difficile d'avoir une vue sur ce qui se passe claire de la situation, parce qu'il y a très peu d'observateurs étrangers qui peuvent départager les déclarations d'un côté des Ukrainiens, de l'autre côté des Russes. C'est clair que les combattants d'Azovstal, du bataillon Azov, ont décidé de faire un symbole à la fois de Mariupol et de leur résistance. Et presque un sacrifice, on peut le dire. Sacrifice qui n'est pas vain. Quand on dit que Mariupol est un symbole, c'est que cette résistance qui a duré maintenant jusqu'à plus de 60 jours, elle a permis de concentrer les forces russes autour de Mariupol, de gagner du temps pour la contre-offensive ukrainienne, de permettre aux armements européens d'arriver. Et par ailleurs, évidemment, de motiver l'ensemble des armées ukrainiennes. Savoir maintenant si les corridors fonctionnent et sont respectés, c'est très compliqué. Savoir si le 9 mai, il va se passer quelque chose ou pas, comme on l'a déjà dit, le 9 mai, il y a un discours de Poutine, ça on le sait. Voilà, il y aura un discours de Poutine, mais il y en a tous les ans. Que dira-t-il à cette occasion? Bon, mais c'est le 14 juillet russe. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le directeur adjoint de l'administration présidentielle s'est rendu à Mariupol, parce qu'il semblerait qu'il y ait la volonté d'organiser un défilé militaire aussi à Mariupol. À Mariupol. Et ça, donc, ça serait contrarié, bien sûr, si jamais il continue à avoir une résistance à Azovstal. Maintenant, ça n'empêchera pas Vladimir Poutine d'annoncer le 9 mai que Mariupol est tombé. Un défilé militaire, Général Clermont, dans Mariupol, qui est complètement détruite? On peut imaginer que c'était prévu, en particulier dans le cadre du plan A, celui qui n'a pas fonctionné. Il y a l'invasion facile de l'Ukraine, c'était donc le 24 février, on est maintenant 2 mois après. Il y avait moyen de mettre en place ce défilé de la victoire dans une vraie victoire. Là, on sait très bien que ce n'est pas une vraie victoire, et que effectivement le bataillon Azov, il va se battre jusqu'à la mort, parce que soit il meurt les armes à la main, soit il se rend et ils seront exécutés. Donc ils n'ont pas d'autre solution que se battre jusqu'à la main. La question, c'est effectivement comment sortir les civils de cette situation dans laquelle elles risquent de souffrir de cette radicalisation des deux camps. Oui, et ils souffrent depuis de longues semaines déjà dans ces sous-sols. Certains d'entre eux d'ailleurs n'ont pas voulu évacuer, alors que l'ONU et certaines associations leur proposaient. Un tout petit mot, Karim, avant qu'on écoute. Que se superpose depuis
le début et c'est difficile pour nous de décrypter ce qui se passe réellement. À la fois la guerre sur le plan militaire, la guerre économique et la guerre de l'information. Avec la propagande, donc, de part et d'autre, j'ai envie de dire, parce que la propagande, elle peut être aussi du côté ukrainien. Donc, on sait que Zelensky a communiqué très bien depuis le départ, en se mettant en scène, en nous donnant des informations, qui a gagné un peu la bataille de l'opinion d'emblée. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas dire ce qui se passe réellement dans le respect ou pas de ces corridors pour sauver des populations. Et hier, Gilles disait quelque chose, il est diplomate, il a une analyse beaucoup plus fine, celle de l'expert, que le 9 mai était une date qui nous obsédait peut-être un peu plus, nous, que Poutine lui-même, parce que quoi qu'il puisse dire, de toute manière, sa population n'aura que ce canal d'information. Donc il peut dire on a gagné et faire ce défilé à Mariupol, donc la population, elle n'aura que cette information-là. Donc quelque part, le 9 mai, c'est plus nous qui portons attention à cette date que les Russes. C'est un peu ce que vous disiez, Gilles, hier. Qui sont dans une bulle de désinformation, les Russes. Bien sûr. On a vu récemment ce qu'était l'information dans, vous savez, Russia One, qui montrait le missile qu'on a envoyé sur la Grande-Bretagne. Dans RIA Novosti, il y a quotidiennement des éditoriaux qui racontent comment ce que l'Ukraine va être entièrement asservie à la Russie. Donc, on est dans une totale désinformation. Notons quand même qu'il y a des médias russes qui résistent. Medusa, qui est un média en ligne, qui avait interviewé Zelensky, qui sont disponibles avec des VPN. Certes, les Russes peuvent avoir accès, mais c'est une toute petite partie de la population. C'est une partie éduquée, enfin pas éduquée, ils sont tous, mais je veux dire de classe moyenne, de classe supérieure. Et qui peuvent avoir accès à une partie de l'information. Voilà. Général Clermont, on voit à l'image, je le décrypte pour nos auditeurs, les répétitions du défilé du 9 mai avec les avions, les gros porteurs russes, avec toute l'artillerie qui va être mise sur la place rouge. Il y a ça une importance symbolique pour les Russes ? Je pense que dans le contexte de cette guerre, ça a une importance très particulière. Il y a deux messages principaux qui vont être envoyés. Le premier, c'est que c'est le symbole du patriotisme russe, de la force de la Russie, de l'unité de la Russie autour de son chef. Donc il faudra qu'il y ait du monde, il y aura plusieurs milliers d'hommes, ça va se passer dans plusieurs villes de Russie. C'est quand même un moment où Poutine va essayer de motiver la population. Et le deuxième élément, c'est rappeler à tout le monde que la Russie est encore forte. Elle a encore des moyens, elle a encore de quoi faire défiler des hommes, de mettre des avions en l'air. Donc c'est un exercice, dans ce contexte-là, peut-être un peu différent des années précédentes, même si évidemment, pour Poutine, le 9 mai, c'est pas un point, c'est pas là où il fera les annonces tonitruantes. Mais il peut les faire quand même à l'occasion du 9 mai. L'avion Apocalypse, on en a beaucoup parlé, c'est un avion russe, expliquez-nous en deux mots ce que c'est. Alors ça s'inscrit vraiment dans le concept de la dissuasion nucléaire, qui est un concept un peu particulier, qui consiste à faire en sorte que tous les éléments de la chaîne de dissuasion soient au maximum de leur efficacité. Et donc dans la dissuasion, les deux grandes puissances qui sont les États-Unis et la Russie ont chacun ce type d'appareil qui permet, en cas de frappe en premier de l'adversaire, de pouvoir mettre en vol les autorités politiques ou militaires de manière à avoir une frappe de réponse par la suite. Donc ça s'inscrit dans cette logique de dissuasion. Mais je rappelle que c'est le paradoxe, c'est très compliqué à comprendre et à accepter. Tout ça est fait pour ne pas le faire. C'est ça. C'est-à-dire que dans cet avion, il pourrait y avoir tout le gouvernement russe, c'est ça qui décollerait en cas d'alerte nucléaire. On va faire de la science-fiction, mais ça va dépendre où la première frappe aurait eu lieu, qui aurait été en capacité, et à ce moment-là, on verra qui monte dans cet avion. Mais par exemple, il faut que les militaires puissent continuer à donner des ordres aux forces nucléaires si le PC principal est touché. Donc c'est en sorte un PC volant de substitution. Et les Russes et les Américains, ça, on n'a pas ça en France. Je rappelle, on n'est pas du tout sur ce portage-là. On a le PC Jupiter pour le président, et on a quand même un centre de dévolution extrêmement bien protégé, qui est à Lyon-en-Verdun, dans lequel l'ensemble des forces se regrouperaient pour continuer la guerre nucléaire. On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Je vous passerai la parole parce que, évidemment, l'Ukraine, c'est un sujet de grande préoccupation pour les Français. 7 Français sur 10 craignent une extension du conflit conduisant la France à entrer en guerre. C'est un sondage CSA pour CNews. On y revient dans un instant. On aura aussi Robert Ménard en duplex d'Ukraine, dans une ville toute proche de Kiev. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.